Alors le dépôt se situe dans toutes les vitrines de cet étage-ci, d'accord? Donc jusqu'à la plaque en bois là-bas, vous êtes dans la période couverte par le département des Antiquités orientales au Louvre, donc jusqu'à la conquête arabe du 7e siècle. Donc c'est l'Iran d'avant la conquête. Et ça commence par les pièces les plus anciennes qui sont ici, vers 4200 avant Jésus-Christ. Donc déjà une petite histoire. Ensuite, après la plaque en bois là-bas et sur la fin du parcours là-bas, on est dans la partie islamique, notamment grâce à un point très précis sur la céramique à Suse d'époque islamique, donc à partir du 7e siècle. Et à Suse, ça s'arrête au 15e. On aurait pu poursuivre, sur d'autres sites on aurait pu poursuivre bien au-delà, mais à Suse ça s'arrête dans les faits plutôt vers le 12e siècle, mais il y a une résurgence au 15e qui fait qu'on peut dire qu'on a 6000 ans, voilà, en arrondissant assez largement. Le luxe, la richesse et la volupté. Et enfin, en dernier lieu, la religion, les croyances. Alors, je vais juste vous dire 2-3 petites choses sur cette vitrine-là, parce qu'on a la chance inouïe d'avoir cette stèle-ci. Alors moi, j'aime beaucoup aussi la petite tablette qui est là, puisque c'est une tablette proto-élamite, je ne reviens pas dessus. Mais cet objet-là est particulièrement rare. Il y a très peu de vestiges de cette écriture qu'on appelle l'élamite linéaire. Vous voyez, c'est écrit sous forme de longues lignes, à l'aide de signes qui ne sont pas des signes cunéiformes, mais qui notent la langue élamite. Cette écriture-là, jusqu'à il y a quelques années, on ne savait pas la lire. Et grâce à un savant particulièrement génial, François Dessay, on a aujourd'hui cassé le code, cassé la clé, et lui, alors moi pas, mais lui déchiffre ça, et il vient donc dans le cadre du festival Strassiran, c'est une chance inouïe, donner une conférence lundi prochain, et une projection également d'un documentaire qui a été réalisé sur ses travaux au Cinéma Cosmos le soir même du 23. Alors, cette stèle, j'y tiens beaucoup parce qu'on a une 50aine de vestiges de cette écriture-là en tout et pour tout. Et là, on a un 50e d'un patrimoine inestimable linguistique, sur le plan linguistique. Cette écriture, elle a été utilisée aux alentours de 2200 avant Jésus-Christ. Très peu de temps, pendant très peu de temps. Alors cette stèle, elle raconte l'histoire du roi Puzur-Inshushinak qui a détruit une cité qui lui était rebelle ou qui lui était ennemie, et qui l'a rasée, qui l'a brûlé tout, et malheur à celui qui voudra la reconstruire. Enfin, je résume. C'est pratique parce que c'est une inscription royale, on n'a pratiquement que ça dans l'élamite linéaire, et en fait les inscriptions royales se ressemblent beaucoup, puisque c'est toujours le plus grand roi qui soit, qui a fait les plus grands exploits qui puissent être, et malheur à celui qui s'oppose à lui. Vous avez une certaine continuité de discours jusqu'à aujourd'hui, les grands mégalos. Eh bien, voilà le contenu. Mais on n'a pas que ça, bien heureusement, comme discours royal. Ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus émouvant. Donc, on fait des sauts de 1000 ans à peu près entre les stèles. Donc là, on est vers 3000 avant Jésus-Christ, là vers 2300, là on est vers 2200, pardon, là on est vers 1200 avant Jésus-Christ. C'est un autre roi. Alors, si vous regardez bien, cette brique, c'est un élément d'une figure en moulage, exactement comme notre ami le moulage là. En fait, ce sont des briques à relief qui, une fois associées, formeront un personnage, très probablement une déesse ou quelque chose comme ça. Alors là, on est à la toute fin de la période médio-élamite. On a un roi qui s'appelle Shilak-Inshushinak et qui raconte l'histoire de sa propre royauté. Il est fils de roi et frère de roi, ce qui veut dire que son frère aîné a régné avant lui, mais sans doute mort jeune. Et son frère aîné avait le projet de décorer le grand temple du dieu principal de Suse, qui est Inshushinak, le temple d'Inshushinak.
Et simplement, le roi son frère est mort avant d'avoir fini son projet de décorer ce temple. Et Shilak Inshushinak reprend ce projet, va au bout, et donc demande à Inshushinak de lui être un peu plus favorable qu'à son frère. Voilà. Donc, prière royale également. Et puis, je vais vous parler de ce petit fragment de table qui là utilise une autre écriture pour une autre langue, c'est du vieux perse. Le vieux perse est aussi une langue qui a été écrite, écrite pour la première fois à la demande d'un roi. Hein. Comme les Lamites linéaires, très probablement, c'est Puzur Inshushinak qui est à l'origine de la création de cette écriture. Très probablement, Darius est à l'origine de la création du vieux perse. Pas de la langue, de son écriture. Et cette écriture-là est vraiment très particulière. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je n'en suis pas spécialiste. Et il y a à Strasbourg des spécialistes de vieux perse. On a cette chance-là d'avoir un enseignement en vieux perse à Strasbourg. Voilà, cette écriture-là, si vous la regardez de près, vous allez vous dire c'est du cunéiforme. Ça ressemble aux écritures cunéiformes du sumérien, de l'akkadien, etc. En fait, c'est du faux cunéiforme. C'est une écriture qui ressemble au cunéiforme pour lui donner un prestige, mais en réalité, c'est une écriture qui fonctionne comme beaucoup d'écritures de cette époque-là, comme l'araméen, c'est sur un principe quasiment alphabétique, alors que le cunéiforme n'est pas du tout une écriture alphabétique. Pour ceux qui s'y frottent, ils le savent. C'est compliqué. Vous avez plus de 600 signes différents en sumérien. Vous en avez encore plus, je crois, en akkadien, qui est une langue affreuse. Enfin, c'est une très belle langue, mais qui est affreuse à apprendre. Vous avez 36 signes en tout et pour tout dans le vieux perse. Donc c'est beaucoup plus finalement pratique comme écriture. Donc ils ont intégré l'aspect pratique des écritures de cette époque-là, mais ont laissé, on va dire, des vestiges du prestige des écritures plus anciennes. Voilà, donc de saut en saut, il n'y a pas que ces langues-là, bien sûr. Il faut savoir qu'à l'époque de Darius, la langue diplomatique, c'est l'araméen. Le vieux perse, c'est la langue du pouvoir, mais la langue de l'Empire, c'est l'araméen. La toute première, c'est un sifflet. Je vous garantis, on a sifflé dedans avec le conservateur du Louvre. Ça siffle. Non, on ne l'a pas fait, mais il m'a garanti qu'il l'avait fait. Mais vraiment, c'est une très belle petite pièce. Ces objets-là sont tout simplement à la fois intrigants, puisque ce sont des stylisations vraiment animalières. Vous avez du mal à reconnaître l'animal qui est derrière. Et en même temps, voilà, on travaille les matières. Vous avez le petit vase en albâtre. C'est un hérisson, m'a-t-on dit. C'est un hérisson, le petit vase en albâtre. Il est très très fin, très beau. Et en même temps, on sait très bien maîtriser les matières. Déjà, surtout l'albâtre. Là-bas, c'est de l'albâtre gypseux. Là, vous avez de l'albâtre strié ou de l'albâtre bandé. C'est aussi de l'albâtre. Donc. Et là, vraiment, l'artiste, parce qu'il faut appeler un chat, l'artiste a joué sur les transparences des zones en jaune et l'opacité des zones en blanc pour vraiment faire jouer la lumière dans ce vase. Là, on est au 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire avec un outillage rudimentaire. Ici, vous avez différents éléments ayant trait à la religion, aux religions, devrais-je dire, avec des éléments, des traits autochtones et puis des éléments d'import. On est très ouvert dans les religions de l'Antiquité. Hein. Il vaut mieux honorer les dieux des fois qu'ils existent. Voilà, je caricature un peu, mais mieux vaut ne pas se fâcher avec les dieux de l'ennemi. Si jamais il était vraiment puissant, on pourrait en avoir malheureusement des retours de flamme. Donc, on est très ouvert. Enfin voilà, les dieux s'importent, s'exportent, et quand il y a une rivalité entre deux cités et que ça se termine au bénéfice de l'une plutôt que l'autre, eh bien, pas de problème, on réinvente une mythologie qui permet d'intégrer les dieux du vainqueur dans la cité du vaincu. Et tout le monde est content, les dieux sont apaisés. Finalement, il y a une grosse
part d'importance du récit mythologique dans la pratique religieuse elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, voilà, vous avez un élément qui vient de Chogazambil. C'est une des grandes ziggourats qui est dans une ville du sud par rapport à Suse, une capitale royale qui a été fondée à la fin de la période médio-élamite. Et c'est très pratique parce que ce ziggurat est dédié à, enfin ce sanctuaire est dédié à tous les dieux du panthéon élamite. On les a tous. Voilà. Donc c'est pratique, ça nous permet de les connaître. Ici vous avez une marque, donc un clou de fondation et une tablette de fondation, donc qui était en général enchâssée enfoncée dans le sol pour délimiter la limite d'un sanctuaire dédié à une déesse mésopotamienne importée par un roi mésopotamien qui a fait la conquête de Suse vers entre 2100 et 2050 avant Jésus-Christ. C'est le roi Shulgi. Alors vous avez le même texte sur la tablette et sur la jupe du personnage qui porte une corbeille dans laquelle étaient les briques de construction du temple, précisément. Donc on célèbre là le roi bâtisseur. Cette déesse, cette grande déesse Ninursa, qui est la déesse de la montagne, à Our, eh bien, est honorée. Alors, Shulgi, le roi qui a importé ce dieu, est un fin politique, puisque il crée un nouveau sanctuaire dédié à la déesse Ninursag, qui est sa déesse, on va dire, de sa ville d'origine, d'accord? Mais il rénove en même temps le temple d'à côté, qui est le temple d'Inshushinak, le grand dieu de Suse, et il va inventer un amour fou, évidemment, entre Inshushinak et Ninursag, et il dote les deux temples de la même richesse. Et on le sait grâce à ces clous de fondation, puisqu'on a retrouvé 8 clous de fondation et tablettes de fondation pour le temple de Ninursag, et 8 clous exactement identiques et 8 tablettes de fondation pour le temple d'Inshushinak. Donc il a rénové le temple du dieu local et importé à côté, avec la même richesse, sa déesse, et puis il réinvente une mythologie, c'est pratique. Voilà. Alors je passe là, et je commande donc la dernière. Je suis trop bavard, je suis désolé. La dernière pièce est une petite, on va dire, figurine ou petite plaque qui raconte une... Ouais, vous avez deux personnages, deux enfants qui sont sur un bélier. C'est le mythe de la toison d'or. C'est un mythe grec. D'accord. Il ne faut pas oublier que Alexandre le Grand a conquis l'empire de Darius et donc a importé aussi la culture grecque dans ce grand monde déjà bien multiethnique et multilingue. Il a rajouté le grec, si vous voulez. Et il a rajouté aussi les religions grecques. Et en particulier les religions liées au culte, enfin les pratiques religieuses liées au culte d'Héraclès. Parce qu'Héraclès, c'est le dieu des muscles, c'est l'homme fort. Hein. Et comme lui-même, Alexandre, s'assimilait beaucoup à Héraclès, et que ses armées sont des soldats qui aiment, voilà, en général bien le culte d'Héraclès, eh bien, c'est surtout ce culte-là qu'on retrouve. Et le mythe de Phrixos et Hélé, le mythe de la toison d'or, relève aussi de cette mythologie d'Héraclès, puisque ces deux pauvres petits-enfants, fils du roi de Corinthe, je crois, dont la marâtre veut les éliminer, hein, eh bien, prie Poséidon de les protéger. Poséidon leur envoie un bélier à toison d'or qui parle et qui leur dit « Montez sur mon dos, je vous emmène en sécurité ». Il les emmène, mais il leur dit « Ne regardez surtout pas en bas ». Évidemment, il y en a une des deux, Hélé, qui regarde en bas, qui donc tombe, et qui tombe dans un endroit que les Grecs vont appeler les Lespons, c'est-à-dire le détroit des Dardanelles aujourd'hui, entre Europe et Asie. Et lui, Phrixos, qui est sage, s'agrippe et tient bon, et il arrive en Colchide. Et là, le bélier lui dit « Sacrifie-moi, et les Grecs viendront chercher ma toison. » Voilà. Et il sacrifie effectivement le bélier. Et quelques années plus tard, les Grecs montent une expédition pour récupérer la toison d'or. Et dans cette expédition, il y a Héraclès. Voilà. Donc quelque part, on retombe sur nos pattes avec Héraclès. Voilà, donc vous voyez cette diversité religieuse à toute époque, dans un contexte vraiment d'un ouest iranien qui est une terre de passage, qui collecte
des richesses venant du monde entier connu, hein, depuis l'Inde jusqu'aux rives de la Méditerranée. L'autre jour, Philippe Quesnay, le professeur d'archéologie du Proche-Orient, me disait « c'est fabuleux, on a fait des études sur du bronze, le bronze s'est fait à partir de l'étain, d'accord, oui, il faut de l'étain. Or, il n'y a pas d'étain dans les régions, certaines régions du Proche-Orient. Et un savant fou avait dit que c'était de l'étain de Chalcédoine, donc de Calédonie, pardon. Et la Calédonie, c'est l'Écosse. Alors, vous imaginez, au Proche-Orient, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, pour faire du bronze, on utilise de l'étain qui viendrait d'Écosse. Et bien la chimie a prouvé que c'est vrai. C'est vous dire l'immense bassin commercial, à une époque où on voyage avec des ânes et du cabotage. Enfin, c'est époustouflant. Je vous fais une petite conclusion sur la suite. Alors, on avance. Donc des éléments, on change complètement d'univers, mais vous allez voir que certaines formes restent et certains savoir-faire également. Ici, vous avez, on va dire, un exemple de ce à quoi la céramique était utilisée au quotidien, pour de la céramique non glacurée ou pour de la céramique glacurée, c'est-à-dire, vous distinguez les deux, hein. La céramique non glacurée, vous avez juste un passage au four pour durcir l'objet, mais il reste poreux comme de la terre. Céramique glacurée, vous avez un deuxième passage au four qui permet d'avoir une couleur qui se fixe et surtout un effet de vitrification qui rend l'objet étanche, plus dur et étanche. Donc vous trouvez des pichets, de la vaisselle du quotidien, ceci c'est peut-être un moule à sucre ou un bol. Vous trouvez des objets décorés à la barbotine, hein, donc encore une surépaisseur on va dire. Mais si vous regardez bien, vous avez une prédominance d'un motif ici qui est le griffon. Et le griffon, c'est un motif qu'on retrouve tout à fait à l'époque précédente, à l'époque sassanide, avec des vases, de grands vases qui ont des griffons. Et dans le palais de Darius, vous avez des archers, mais vous avez aussi des lions, des griffons, etc. Donc vraiment, on a une continuité de certains types de décors ou de certaines techniques. Le grand plat qui est ici, qui est d'époque abbasside, faisons simple, donc plutôt 9e, 10e siècle. Ce grand plat, il témoigne d'une chose, c'est le luxe. Vous voyez, comme tout à l'heure, on avait des éléments qui témoignaient du luxe. Ici, en fait, on va montrer le repas avant que chacun y puise. On a des pratiques on va dire, les chefs d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Hein. On vous dit que c'est bon en vous montrant une assiette magnifique, remplie de choses très décorées, même s'il n'y a pratiquement rien à manger. Là, c'est pareil. On vous montre la chose avant que vous ne mangiez. C'est une pratique, on va dire, à la fois de prestige et de commensalité. Donc voici pour on va dire la vaisselle du quotidien. Ici, vous avez un regroupement d'objets assez particuliers, puisque ce sont des poteries, des céramiques couvertes d'écriture. Et il se trouve que la céramique est un support d'écriture quasiment privilégié, que ce soit en arabe ou dans d'autres langues, en araméen. Le nom de ce dépôt, le titre qu'on a donné à ce dépôt est en fait la phrase que l'on trouve sur la poterie, sur la jarre, le vase tout à droite, là, puisque est écrit sur l'épaule du vase bonheur absolu et félicité à son propriétaire, celui qui possède ce vase. Voilà. Vous avez différentes formules, on souhaite bon appétit, on souhaite... mais vous avez aussi des filtres dans le registre de la magie, probablement lié à... On remplit ce bol d'un liquide et ensuite on le boit, et le filtre qui est... le charme qui est écrit sur le bol passe dans le liquide. Voilà, donc support d'écriture. Ici, vous avez des importations. C'est-à-dire qu'en fait, le grand monde économique qui se lisait à Suse tout à l'heure, au 3e, 2e, 3e millénaire avant Jésus-Christ, ben, ça se poursuit, puisqu'ici, vous avez une petite lampe qui vient probablement de Syrie ou de Palestine, donc on va dire la côte méditerranéenne. Ici, vous avez un grès qui vient de Chine, qui vient du Hunan. Donc, on est de loin. Ici, vous avez une coupe à décor géométrique formant une fleur.
Et ça vient plutôt de la rive sud de la Caspienne, quoi, le nord de l'Iran, encore au nord par rapport à Téhéran. Et ici, ça vient d'Ouzbékistan, ça vient de Samarcande. Vous voyez le bassin économique, là encore, le bassin d'approvisionnement. Pourquoi est-ce qu'on fait venir ça à Suse? Parce que c'est à la mode. Et pourquoi c'est à la mode? Parce que, sans doute, il y a des mouvements de marchands ou de populations ou de grands de ce monde qui ont ça dans leur batterie de cuisine, j'allais dire, et ça fait tache d'huile, hein, d'une certaine manière. C'est aussi des sources d'inspiration pour les potiers locaux. Donc, les céramistes vont s'inspirer de décors venant de Chine très, très volontiers, très largement. Voilà, ici vous avez une approche chronologique. Là encore, on commence avec la période qu'on va appeler pré-abbasside, donc les tout premiers siècles de l'islam, de 630 ou 640 jusqu'en, on va dire, le cœur de la période abbasside jusqu'à la fin du 8e siècle. Donc des céramiques glaçurées bleues. Et exactement, si vous regardez bien là-bas, le dernier pot, enfin le dernier vase qui est d'époque sassanide, il est quasiment dans ces coloris-là et il utilise la glaçure. Vous avez une continuité. Hein. C'est pas parce qu'un jour on a changé de pouvoir que les choses du quotidien ont changé. Où vous avez l'usage de cette glaçure, c'est très bel ensemble de céramique jaune. Ça c'est vraiment la vaisselle, on va dire, typique de l'époque pré-abbasside ou abbasside. Et ici, vous avez un autre type de décor. Magnifique chrysanthème, fleur tout à fait iranienne, pas du tout. Donc là, on est vraiment dans de l'inspiration chinoise. En plus, on est en bleu de cobalt sur fond blanc. Et donc vraiment, on est dans l'imitation de la porcelaine chinoise, d'accord. Simplement, ça va se styliser. On va utiliser des motifs floraux, on va utiliser des motifs géométriques, on va utiliser des motifs épigraphiques ou calligraphiques, jusqu'au point que la calligraphie disparaît. Ici, vous avez du koufik fleuri, mais tellement fleuri qu'il est plus lisible, quoi. Voilà. Et si on avance, ici vous avez... Donc là, on est passé à la période abbasside, d'accord. Ici, vous avez vraiment ce qui a fait le fleuron de la céramique à l'époque abbasside, donc 9e, 10e et début du 11e siècle, avec ce qu'on appelle le splashware, donc les coulures de glaçure ici, et ici le fameux lustre métallique. Peut-être que vous étiez venu voir le précédent dépôt que nous avions sur Fustat. Le lustre métallique, c'est une technique vraiment très poussée qui a été inventée du côté de Samarra, en Irak actuel, qui suppose un 3e passage au four. Vous avez le premier passage pour faire l'objet, donc glaçuré. Vous avez le 2e passage pour la glaçure. Vous appliquez sur cet objet-là une peinture avec des ions métalliques, du cuivre, de l'argent et de métaux les plus utilisés. Et vous passez ça à nouveau au four à l'étouffer, enfin, en oxydoréduction. Et du coup, seul le métal va rester sur l'objet. Et ça vous donne ces chatoyances métalliques. Soit doré, c'est ce qu'on recherche principalement, soit plus rouge, voilà. Et en tout cas, c'est une céramique de luxe, hein, on est d'accord. Les choses s'éteignent à partir du XIe siècle. Il n'y a plus vraiment de production locale à Suse. On peut après parler vraiment de survivance à partir du XIIe siècle, sauf qu'on a retrouvé quelques très beaux plats, comme ici, bleu sur fond blanc, tout à fait équivalent à ce qu'on retrouve à la même époque en Syrie, en Irak, en Asie centrale, en Anatolie, bref, ou en Égypte. Donc c'est un peu la culture commune, pour le coup, du monde musulman qui développe cette esthétique-là et qu'on retrouve à Suse. On en retrouve des témoins à Suse, ils ne sont pas forcément produits à Suse. Et après, la production s'éteint complètement. On n'a pratiquement plus rien à Suse après le XVe siècle. Vous voyez qu'il y a des traits communs, évidemment, dans toute cette histoire-là, ces notions d'échange économique qui fait vraiment de Suse, même si je vous l'ai dit dès le départ, ce n'est pas une capitale, ce n'est pas la capitale, mais c'est quand même un carrefour.
très important. Et puis cette diversité culturelle absolument incroyable sur le plan linguistique, sur le plan religieux, sur le plan de l'échange des savoirs et des techniques, c'est absolument exceptionnel. Voilà, on a 150 objets, il y en a 2 de la BNU en plus, je ne les ai pas mentionnés mais ils sont dans la première vitrine. 155 objets du Louvre, 2 objets de la BNU, un objet qui vient donc de l'Université de Strasbourg, du musée Michaelis, et finalement, avec ce panorama, on voit bien que ces 6000 ans d'histoire, c'est 6000 ans d'une histoire qui se poursuit et qui suit les mêmes fils rouges, finalement, à travers culture et civilisation. C'est ce fond absolument extraordinaire de la richesse de l'archéologie iranienne aujourd'hui. Voilà. Et on les garde encore 2 ans. C'est une grande chance. Vraiment, le Louvre nous a gratifié de quelque chose d'assez incroyable. Pardon? J'ai jamais pu visiter la collection parce que chaque fois que d'y aller, il y avait un problème. Ah, au soit Louvre? les caves étaient inondées, soit ouais. ça avait été fermé. Alors, une sur deux. c'est dans les réserves du Louvre. En plus, normalement, ça ne se visite pas. C'est une chance.